Ça veut dire aussi qu'il faut poursuivre et renforcer les excellents travaux sectoriels qui ont déjà été lancés par la Commission. Ces tables rondes industrielles, organisées depuis plusieurs années à Bruxelles, dont il faut bien reconnaître malheureusement qu'elles n'ont pas souvent abouti à des décisions, qui sauraient en effet aujourd'hui définir la politique européenne de l'automobile. Au moment où il faut développer à grande échelle la voiture électrique, où sont les mesures de normalisation nécessaires? Qu'est-ce que sont devenues les recommandations de la table ronde Electra? Cette table ronde qui pourtant annonçait 2 ou 3 projets phares dans le secteur de l'électricité et de l'électronique. Qu'est-ce qu'ont donné les recommandations de la table ronde sur la chimie européenne? Je pense que tous ces exercices ont été extrêmement productifs, mais faute de volonté, la plupart des actions qui étaient préconisées sont restées dans les cartons. Eh bien, j'entends bien que la naissance d'une stratégie industrielle en Europe suscite des inquiétudes et des craintes, et en particulier qu'elle risque de se heurter au dogme de la neutralité technologique. Mais franchement, qu'est-ce que ça signifie, la neutralité technologique, quand les concurrents de l'Union organisent de vastes partenariats entre les États et les entreprises, par exemple pour la voiture électrique? Alors que le gouvernement britannique n'hésite pas aujourd'hui à désigner les secteurs industriels les plus stratégiques pour la croissance européenne, les véhicules sans CO2, l'ingénierie aérospatiale, les biotechnologies, les nanotechnologies. Je pose peut-être de façon un peu provocatrice la question, est-ce que Bruxelles est devenu le seul endroit au monde où l'on s'interdit de penser à l'avenir? Je pense que l'histoire de l'Europe plaide pour qu'il n'en soit rien. En réalité, depuis le début de son histoire, l'Europe n'a cessé de faire du sectoriel. Elle l'a fait dès les origines avec la CECA et l'Euratom. Elle l'a fait beaucoup plus récemment avec des programmes comme Galileo ou ITER. En réalité, l'Union européenne a toujours été le niveau pertinent pour accompagner le développement des secteurs stratégiques. L'un de ces secteurs stratégiques, c'est incontestablement celui de l'énergie et du climat. Je pense que là, on peut se réjouir que l'Union européenne ne l'ait pas ignoré. Beaucoup de choses ont déjà été faites. Un plan européen très ambitieux de lutte contre les émissions de CO2 a été adopté. Des efforts en faveur de l'efficacité énergétique ont été engagés. La Commission a émis des propositions visant à renforcer la sécurité de nos approvisionnements en gaz naturel. L'élaboration de normes communes de sûreté nucléaire a été relancée. Tout ça est extrêmement positif. Je crois qu'on peut aller plus loin. Je crois en particulier qu'il faut que nous soyons capables d'assurer à l'économie européenne des fournitures d'énergie à un coût raisonnable, ce qui implique de coordonner nos investissements de capacité, ce qui implique d'améliorer le transport de l'électricité et du gaz et de définir une véritable politique d'approvisionnement comprenant notamment des achats de gaz groupés. Ça doit également faire partie d'un plan global de croissance verte dont le potentiel est gigantesque, à condition naturellement que l'Europe sache l'entourer des politiques d'accompagnement. Et je voudrais sur ce sujet attirer votre attention sur les dangers que représenterait un éventuel dumping environnemental venant de pays tiers exportateurs qui n'accepteraient pas d'engager une réduction substantielle de leurs émissions de CO2. Nous défendons un mécanisme d'inclusion carbone aux frontières, parce que sans ce mécanisme, nous donnerions une prime inacceptable à ceux qui, après Copenhague, refuseraient de jouer le jeu. Je veux vous dire que si c'était le cas, ce serait à la fois mauvais pour le climat et mauvais en même temps pour l'économie européenne.
La stratégie économique européenne, c'est l'investissement dans des secteurs d'innovation qui bénéficient à notre croissance et à notre environnement. Mais je pense que cet investissement n'a de sens que s'il est inséparable d'une coordination des politiques communautaires, et c'est pour moi le deuxième volet de notre stratégie. Je pense que si Lisbonne n'a pas produit les effets que nous en attendions, c'est justement parce que la coordination a été insuffisante. La stratégie de Lisbonne insistait sur la coordination des politiques propres aux États, mais je crois qu'elle n'appelait pas assez les politiques communautaires à contribuer à la stratégie économique européenne. Et pourquoi les tables rondes sectorielles dont j'ai déjà parlé à propos de l'automobile, de l'électronique ou de la chimie n'ont pas véritablement débouché sur des actions concrètes? Parce que je pense qu'il manquait une capacité de coordination et de suivi à Bruxelles. Je crois que la nouvelle Commission devra s'en saisir. Cette coordination, elle concerne bien évidemment, en particulier, la politique commerciale de l'Union européenne. La prospérité européenne s'est construite sur un marché intérieur fort, mais aussi sur l'ouverture des marchés internationaux. Et je pense que cette question reste plus actuelle que jamais. Je veux dire très clairement que la tentation protectionniste serait suicidaire, mais je veux dire aussi que l'ouverture des marchés doit être réciproque. Quand certains des grands partenaires de l'Union introduisent de nouvelles mesures de discrimination dans leurs marchés publics, quand ils continuent à violer massivement les règles de protection de la propriété intellectuelle, l'Europe ne peut pas rester sans réagir. La compétence commerciale des États est depuis longtemps transférée à l'Union européenne. C'est donc le devoir de l'Union de garantir à ces États une ouverture véritablement réciproque. Je veux dire que j'approuve totalement le président Barroso quand il indique que dans ce domaine, l'Union européenne ne doit pas faire preuve de naïveté. Notre coordination doit faire notre force dans les relations extérieures, mais elle doit aussi l'assurer au sein de l'Union. Toutes les politiques communautaires qui structurent le marché intérieur requièrent la réunion de nos volontés pour être réorientées en faveur de la croissance.